Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, les Le Pen, une famille française, avec Christophe Bourseiller. Aujourd'hui, dans Pile Poule, cap sur une saga politique française aussi fascinante que tumultueuse, celle des Le Pen, une famille bretonne issue de marins et de paysans, devenue au fil des décennies le symbole et parfois le cauchemar de la politique nationale. De Jean-Marie à Marine, de Marion à leurs héritiers, ce clan a façonné le Front National, puis le Rassemblement National, dans un mélange de succès, d'échecs, de scandales et de déchirures familiales. Pour raconter cette histoire hors norme, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Bourseiller. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Christophe Bourseiller, habitué de nos plateaux et de notre émission, journaliste, donc écrivain, spécialiste de l'histoire politique. Et Christophe, vous signez chez Perrin la première biographie complète du clan Le Pen, donc Le Pen, une famille française. C'est un récit minutieux, sans posture partisane, nourri d'archives et de témoignages inédits qui révèlent les fractures, les secrets, les héritages de cette famille qui est devenue un pilier de la Ve République française, un pilier contesté, mais totalement incontournable. Vous imaginez que j'ai démarré, le livre démarre au XVIIe siècle. J'ai essayé de retracer la généalogie des Le Pen. Le livre, en fait, démarre aussi avec le père de Jean-Marie Le Pen, qui était un personnage très à breton, bien sûr, mais qui avait eu un destin un peu chaotique. Il avait été serveur au Crillon. Enfin, il avait fait comme ça, il avait vécu des tas de choses. Il avait fait la Première Guerre mondiale. Puis, bien sûr, il était marin-pêcheur. Et il est mort quand Jean-Marie Le Pen était enfant. Et puis alors, c'est Jean-Marie Le Pen qui est le personnage, on pourrait dire, l'espèce de fondateur, en réalité, de cette dynastie, en fin de compte, parce que c'est un personnage absolument hors du commun. Et c'est des gens hors du commun, les Le Pen, parce que, évidemment, je ne partage aucune de leurs idées. Je le dis dès le début du livre pour que les choses soient très claires. Mais j'ai voulu écrire ce livre avec un souci d'historien. Et c'est vrai que faisant ça, je me suis aperçu que c'est absolument pour moi un cas d'école extraordinaire. Vous l'avez dit, je m'intéresse au mouvement extrémiste minoritaire. Et là, vous avez le cas d'école d'un mouvement ultra minoritaire. Jean-Marie Le Pen, toute sa vie, a créé des groupuscules. Et l'un de ces groupuscules devient le premier parti de France et se retrouve aux portes du pouvoir. Donc il y a là un cas de figure étonnant. Et puis les Le Pen sont une famille qui collectionne les records. Jean-Marie Le Pen, en 1956, est le plus jeune député de France. Et il est battu en 2012 par Marion Maréchal Le Pen, qui est la plus jeune députée de France, encore plus jeune que lui. Filiation aussi un peu dans les performances, dans les postures. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis après, il y a évidemment l'incroyable destin de cette saga. Mais je dirais que c'est quelque part entre Dallas et Succession, les Le Pen. C'est-à-dire que les Le Pen, c'est des gens qui se déchirent, qui ont des souffrances et qui mettent tout en public. C'est-à-dire tout le linge sale est en public. Il y a le fameux divorce de Jean-Marie Le Pen avec sa femme Pierrette. Elle pose nue dans Playboy.
il l'insulte. Il y a une scène extraordinaire que je raconte dans le livre, parce que c'est une scène d'anthologie, où déjà elle n'a pas d'argent pour payer son avocat Gilbert Collard, et il se trouve qu'elle possède l'œil de verre de Jean-Marie Le Pen. Ouais, ça c'est absolument extraordinaire. Voilà, et elle dit à Gilbert Collard, écoutez, je vais vous payer avec l'œil de verre, je vais tailler des boutons de manchette avec l'œil de verre. L'idée est incroyable d'avoir cette idée-là. Là-dessus, en fait, oui, elle est partie avec l'œil de verre, mais elle a oublié les cendres de sa mère. C'est dommage. Et pendant sa séparation, parce qu'elle était assez brutale. C'est ça. Oui, parce qu'elle est partie à l'aube, elle a quitté le domicile conjugal à l'aube, à la cloche de bois, et donc il y a un accord entre les deux avocats. Et il y a un rendez-vous improbable au pont de Saint-Cloud à Paris à 5h du matin, on imagine. Vous savez, c'est comme les espions, ils sont rencontrés sur le l'espion pont. qui venait du froid, et vous avez deux voitures qui arrivent, alors ils rencontrent au milieu du pont, il y en a un qui tend l'œil de verre et l'autre qui tend l'urne avec les cendres, vous voyez, et ils s'éloignent sans un mot. Vous voyez, on rêve, quoi. Moi, j'ai jamais vu une histoire familiale ou un divorce se dérouler de cette façon-là. Et Jean-Marie Le Pen, pour se consoler, il est très, très, très souffrant parce que elle l'a plaqué pour un autre homme. Enfin bref, c'est très compliqué. Mais elle revient après. Elle reviendra. Et pour se consoler, qu'est-ce qu'il fait? Il part au Club Med. Moi, vous voyez, c'était trop. Et là, au Club Med, d'après les témoignages que j'ai eus, comme on dit entre guillemets, il joue le jeu. C'est-à-dire que son garde du corps est déguisé en femme. C'est-à-dire que Le Pen remporte le concours du tir à l'arc. Enfin voilà, vous voyez, il y a quelque chose d'assez surréaliste dans cette histoire. Et finalement, Pierrette va revenir des années plus tard, la queue basse, si je puis dire, en disant finalement l'homme avec qui je suis parti, c'était pas un vrai homme, c'était un misogyne marxiste, parce qu'elle a des formules comme ça, et elle se réinstalle dans le fameux domaine de Montretout, où d'ailleurs elle vit toujours. Elle est peut-être la dernière habitante de cette propriété aujourd'hui. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un petit peu un contrepoint dans votre livre. Il y a toute cette histoire de la truculence presque picaresque de la famille Le Pen, parce que il y a effectivement, on connaît Jean-Marie Le Pen, mais la vie de Marine et de leur entourage immédiat est aussi extrêmement... avec une différence, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un d'abord qui adore Paris et qui passe son temps à errer dans Paris, à se balader dans Paris où il se fait énormément de copains, alors que Marine Le Pen n'aime pas Paris. Marine Le Pen, elle est beaucoup plus discrète, si vous voulez, dans ses fêtes, dans les moments fêtards. Et Jean-Marie Le Pen, c'est aussi l'homme qui va rencontrer plein de gens. Il va avoir une aventure avec Régine, la reine de la nuit Régine. En plus, c'est toujours des femmes assez riches. Il va avoir une aventure avec Lulu Arpels, l'héritière de la bijouterie Van Cleef & Arpels. Vous voyez, c'est pas rien. Il va lancer la mode du duffelcoat. Ça, personne ne le sait. C'est Le Pen qui a lancé la mode du duffelcoat à Paris, tout en étant l'homme d'extrême droite que nous connaissons. Mais il va avoir pour amis des gens aussi divers que Mouloudji, Guy Béard, enfin des gens vraiment qu'on n'imagine pas du tout fréquenter les Le Pen. Vous voyez, Rika Zaraï, qui viendra à Montretout dîner à plusieurs reprises et qui lui donnera des conseils d'hygiène. Alors j'ai vu aussi j'étais très étonné qu'il était très copain avec Dieudonné. Oui, alors là, on entre dans le registre des affreux. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen a toujours été lui-même un affreux. En tout cas, il a toujours été fasciné par tous les affreux. Et dès lors que Dieudonné a commencé sa campagne antisémite, c'est en 2003 à peu près. Ça les a rapprochés. À partir de là, Jean-Marie Le Pen dit « Ah, un infréquentable, je vais le fréquenter ». Et donc, l'amitié entre les deux va être forte, puisque Jean-Marie Le Pen assistera au spectacle immonde de Dieudonné, où il fait monter Forisson sur scène avec un pyjama rayé, enfin, en lui donnant le prix de l'infréquentabilité. Enfin, vous voyez, il y a cette scène-là. Et puis, Dieudonné fait baptiser sa fille Plume à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, et Jean-Marie Le Pen est là, il est témoin, enfin il est le parrain de la fille Plume de Dieudonné, vous voyez. Donc il y avait une vraie amitié, mais ça, dès que Le Pen voyait un type ou une nana louche, bizarroïde et inquiétante, ça le passionnait. Enfin voilà, et lui-même était, à mon avis, d'un antisémitisme rabique, réel. Mais on va revenir là-dessus, c'est très très intéressant. Mais juste pour terminer, il y a cette donc il y a cette fresque romanesque, je disais picaresque, etc., qui est dans votre livre, qui le rend extrêmement drôle, extrêmement intéressant. Il est extrêmement drôle. Il est extrêmement drôle, il est cultivé et il connaît plein de gens et des gens de toutes sortes. Donc ça, c'est évidemment passionnant à observer. Claude Chabrol, enfin des gens très inattendus. Donc il y a cette fresque-là et en dessous, comme une espèce de basse continue, il y a quand même
toute l'histoire française, et c'est pas pour rien que vous intitulez ce livre « Une famille française », il y a quand même en gros l'histoire française. Alors là, c'est le travail de l'historien. Toute l'histoire française depuis 70 ans, ou 80 ans même, Oui. avec ses soubresauts. Ça commence avec la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, le poujadisme, la Seconde mai Guerre mondiale, 68. Oui, Et cette famille épouse, ou contre-épouse parfois, l'ère du temps de façon extrêmement intéressante, et avec une capacité d'adaptation et de changement qui m'a bluffé. Oui, alors c'est une famille qui est avant tout fondamentalement réactionnaire, c'est-à-dire que lorsque l'Indochine est sur le point de se prendre son indépendance, Le Pen est contre. Lorsque l'Algérie, évidemment, veut être indépendante, Le Pen est contre. Les premiers programmes du Front National sont des programmes, par exemple, contre la libération de la femme, en proposant même un salaire maternel pour que la femme reste au foyer. Donc, vous voyez, il est à l'envers de l'histoire tout au long de sa vie, et en même temps, eh bien, il incarne une France qui est celle-là. Il le dit d'ailleurs après la guerre, il dit, moi, ma sympathie va, lui était trop jeune pour avoir fait la guerre, bien sûr, mais il dit, ma sympathie aurait été au maréchal Pétain. Il n'arrête pas de dire du bien du maréchal Pétain jusqu'à sa mort. Vous voyez, il incarne cette France recuite, cette France qui existe, enfin, dont on ne peut pas nier l'existence, malheureusement, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. Mais on ne peut pas ne pas lui reconnaître quand même des intuitions. Je pense qu'on parlera de Marine après, mais on parle de Jean-Marie. C'est pas un homme de conviction quand même. C'est beaucoup plus un opportuniste. Alors, écoutez, c'est un mélange. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, surtout, ce n'est pas un intellectuel. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme de théorie. C'est-à-dire que, par exemple, il est raciste, mais son racisme n'a rien à voir avec le racisme d'un Dominique Vénère ou le racisme d'un René Binet, qui sont des théoriciens de la race. Vous voyez, comme les nazis, des théoriciens de la race. Jean-Marie Le Pen, c'est un racisme viscéral. C'est-à-dire, il ne peut pas supporter la vue d'un noir ou d'un arabe, mais il a un ami noir ou un ami arabe, parce que par ailleurs, vous voyez, il y a ce mélange très étrange en permanence, et donc ce n'est pas rationnel, et tous les positionnements politiques de Jean-Marie Le Pen sont guidés par des espèces de coups de colère en permanence, et ce n'est jamais véritablement rationnel, et c'est ce qui fait la force de son petit FN Front National, lorsqu'il le démarre en 1972, c'est qu'au fond, il n'y a pas de programme au Front National. On y va parce qu'il y a trop d'étrangers, puis on n'est plus chez nous, et puis on voudrait bien du travail, et puis alors les criminels, on les punit même pas. Voilà, vous savez, c'est le café du commerce un peu érigé. C'est le bistrot, c'est le café du commerce, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Vous voyez, on est là-dedans, et c'est l'envers des mouvements. Par exemple, c'est le contraire de l'extrême gauche, où là, tout est rationalisé, stratégique, pensé, etc. Là, rien n'est pensé, et c'est peut-être une faiblesse, mais c'est aussi ce qui a fait sa force. Oui, c'est une force, parce que c'est quand même un des premiers dans les années 70 à avoir l'intuition que l'immigration va devenir le sujet. Alors, c'est intéressant parce que sur cette question de l'immigration, en fait, c'est ce que je révèle dans le livre, c'est que c'est François Duprat qui, en 1978, dit « il faut absolument qu'on lance une campagne sur l'immigration ». Et Le Pen hésite. Pourquoi ? Parce que Le Pen est un homme de l'Algérie française, et que pour Le Pen, les immigrés auraient dû être français. C'est-à-dire, c'est scandaleux qu'ils ne soient plus français. Et donc, il a une espèce de... Pour lui, c'est la grande famille des francophones, vous voyez. Et donc, il n'est pas chaud pour lancer la campagne contre l'immigration. Alors que François Duprat, lui, c'est un néo-nazi pur sucre. C'est lui qui a introduit en France les premiers textes négationnistes. Lui, c'est le nazi total. À sa mort, il y aura un enterrement, on fera Sieg Heil. Enfin, c'est hallucinant. François Duprat, d'accord, le numéro 2 du Front National à cette époque-là. Et Jean-Marie Le Pen se laisse convaincre en disant, bon, il a peut-être raison. Ils font une affiche, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Voyez, et puis après, ils vont multiplier le nombre de chômeurs et d'immigrés, évidemment, au fil des années, mais c'est comme ça qu'ils vont lancer cette campagne, qui sera reprise en 1980, c'est intéressant, ne l'oublions pas, par le Parti communiste. Georges Marchais va lui aussi lancer une campagne contre l'immigration, qui ressemblera beaucoup à celle du FN, en 1980. Ah oui, ouais, il est quand même un des premiers à surfer là-dessus. Ah oui. Et ça, il en a fait son fonds de commerce jusqu'à... Ah bah maintenant, oui. Jusqu'à... disons que Marine
Le Pen va atténuer légèrement les choses, mais quand même, aujourd'hui, si vous voulez, le slogan qu'on entend le plus dans les rassemblements du RN, c'est « on est chez nous », ce qui dit bien ce que ça veut dire. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, parce que tout le livre est intéressant, Christophe Bourseiller, hein, je rappelle, les Le Pen d'une famille française aux éditions Perrin. On ne peut pas revenir sur un livre qui est très, très dense et en même temps très, très léger et très agréable à lire, un mélange de roman national et de roman tout court, en fait. Et ce qui est intéressant, là, je voudrais qu'on revienne un petit peu vers notre époque ou l'histoire récente. C'est cette transition que vous analysez très très bien et très finement entre le père et la fille. Oui. Et puis après, il y a la petite fille, mais on en reparlera. Et là, on voit bien l'entrée en matière au début de Marine Le Pen qui n'est pas évidente. Hein. Vraiment, l'arrivée de Marine Le Pen au Front National au moment où elle décide finalement de suivre les traces de son père et de faire sa carrière, au début, c'est vraiment pas évident. Le Pen n'arrête pas de lui dire qu'elle n'est pas au niveau. Ils ont un rapport complètement cinglé. Hein. C'est une famille un peu dysfonctionnelle, il faut le dire. Mais vous savez, quand... dysfonctionnelle, ok, mais ils se retrouvent pour faire la fête. Ils s'engueulent et ils se retrouvent pour faire la fête à Montretout, à faire des balles masqués. Si vous voulez, c'est une famille de fêtards. Ouais. Et donc, c'est ce que m'avait dit l'un des amis proches des Le Pen, qui est mort, je dois dire, un mois après que je l'ai rencontré, qui s'appelait Jean-Paul Chéric de Olmeta. Et il m'avait dit, mais à propos de la rupture entre Marine et son père, il m'avait dit, Marine et Jean-Marie sont fâchés aux heures de bureau. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que le soir, allez, on bouffe un coup, allez, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, allez, on boit des coups, on rigole, et on chante surtout, puisque Jean-Marie Le Pen chantait, il connaissait par cœur Aznavour, mais toute la chanson française, et Marine Le Pen pareil, hein, ils connaissent par cœur toute la chanson française. Ouais. Et donc la Ventura, c'est la vie que je mène avec toi. Et tous les soirs, ça y allait, vous voyez. Et donc il y avait évidemment cette dimension totalement surréaliste. Ouais. C'est-à-dire que dans les moments les plus graves de l'histoire du FN, le soir, on fait la fête. Ouais. Ça, c'est quelque chose de... Mais vous l'avez rencontrée, Marine Le Pen, à l'occasion de ce livre? Alors, je connaissais Marine Le Pen, mais elle n'a pas voulu me parler à propos de ce Pourtant, livre. C'est un livre d'historien. C'est ce que je trouve aussi, vous mais dites les choses. Vous dites je... clairement que vous n'êtes pas de leur bord, mais à part ça, c'est pas un livre polémique. Alors écoutez, Marc, je crois qu'elle s'est méfiée de l'affreux gauchiste que je devais être à ses yeux, et qu'elle n'a jamais répondu à mes demandes. Je suis très étonné parce que j'ai contacté, alors elle directement, pas de réponse, puis après je suis passé par plein de gens qui étaient autour d'elle, qui m'ont dit, mais oui, bien sûr, elle va vous voir et tout. Pas de réponse, j'ai jamais eu de réponse. Ouais. Alors c'est pas plus mal parce que c'est une biographie non autorisée, ce sont les meilleurs, je crois. C'est-à-dire que j'y vais du coup et je dis bien, je suis désolé, j'aurais voulu vérifier telle ou telle information avec Marine Le Pen, mais elle ne m'a pas rencontré. Je suis sûr que Jean-Marie Le Pen aurait aimé vous recevoir. Alors Jean-Marie Le Pen, je le connaissais bien évidemment depuis fort longtemps, mais Jean-Marie Le Pen, vous savez, là quand j'ai écrit ce livre, avait déjà fait une attaque cérébrale, il était malheureusement indisponible, indisposé, et ses proches me disaient, écoutez, il vaut mieux, vous pouvez pas le voir, enfin c'est pas il est trop tard pour le voir. Non, mais on sent bien que quelqu'un qui écrit un livre d'historien, en plus, avec une réputation de gauchiste, d'origine juive, il aurait adoré. Pour lui. C'est parfait pour lui. Bien sûr, il aurait fait de la provoque. Oui, bien sûr, il aurait fait de la provoque, mais il aurait été... Oui, tout à fait. Bon, je me suis basé sur, bien sûr, les rencontres que j'avais eues avec lui précédemment. Ouais. Je me suis basé sur de très, très nombreuses archives que j'ai dépiotées, très rares, notamment des archives de militants, parce que beaucoup de militants m'ont obligeamment donné leurs archives ou prêté leurs archives, et puis sur des rencontres que j'ai fait avec plein de gens, plein d'ex, plein de gens de toutes sortes. Il y a énormément d'entretiens pour ce livre qui m'a donné 3 ans de travail acharné, dans lesquels je cheminais aux côtés des Le Pen avec une obsession qui est la mienne toujours, c'est comprendre les motivations, pourquoi, qui ils sont vraiment, comment ils fonctionnent, vous voyez. Ouais. Alors, à de très nombreuses reprises, Christophe Bourseiller, on a donné Le Pen, père ou fille, pour terminer, mort politiquement, etc. Bien sûr. À chaque fois, ils se prennent, et à chaque fois, ça renaît. Et quand on regarde sur la longue durée, c'est quand même une réussite, ce Front National qui devient un Rassemblement National, qui devient en gros, disons, le premier parti de France. Globalement, c'est une réussite, mais avec des moments où je ne sais pas si c'est les journalistes, parce qu'ils avaient le désir des journalistes de voir la fin de ça, mais à chaque fois, on annonce
la mort. C'est vrai avec les européennes, c'est vrai avec les non, élections. Mais ça n'a pas arrêté. Enfin, et la dernière, avec le détail, on a dit il est mort. Le détail, Jean-Marie Le Pen est mort. La scission de Bruno Maigret en 1999, Jean-Marie Le Pen est fini, c'est terminé, on n'entendra plus jamais parler de lui. Ça continue avec Marine Le Pen. Alors en 2007, quand Zemmour arrive, on dit Marine Le Pen, c'est terminé. Oui, en 2007, Jean-Marie Le Pen fait un mauvais score face à Nicolas Sarkozy. On dit il est fini le vieux. Lorsque Marine Le Pen arrive, alors effectivement, il y a le débat de 2017 contre Emmanuel Macron où Marine Le Pen est lamentable. Et à ce moment-là, on dit alors c'est fini, Marine Le Pen, elle est finie. Et puis non, à chaque fois ils reviennent, à chaque fois ça continue. Ça, c'est très frappant. Parce qu'ils ont ça dans le sang, finalement. Parce qu'ils ont compris une chose. Le militantisme. Je crois qu'ils ont compris une chose que certains politiques n'ont pas compris, c'est que la politique, c'est du très très long terme. C'est-à-dire que pour imposer une marque en France, ça prend des années, des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques ne le comprennent pas. Croient qu'on peut lancer un produit politique, passer à autre chose après. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, c'est un peu comme les Japonais. Si vous voulez conquérir le marché japonais, ça prend énormément de temps, mais quand vous l'avez conquis, c'est pendant 100 ans. Et dans le cas des Le Pen, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils se sont enracinés sociologiquement dans la vie politique française, et le lepénisme s'est enraciné sociologiquement aujourd'hui en France. C'est beaucoup plus que d'autres partis. Totalement, puisqu'aujourd'hui on assiste à un phénomène de globalisation, puisqu'aujourd'hui le RN est majoritaire dans des régions, par exemple, où il ne l'était pas du tout, comme la Corse ou la Bretagne. Vous voyez, le RN aujourd'hui est majoritaire chez les retraités, par exemple. Les retraités jusqu'à présent votaient modérés. Vous voyez, donc il y a vraiment une évolution assez frappante. Et Marine Le Pen a eu aussi son intuition, et c'est, appelons ça la dédiabolisation. Et donc peu à peu, elle est montée en puissance avec cette idée toujours que si elle voulait casser ce qu'on appelait à l'époque, ce que les journalistes appelaient le plafond de verre, c'est-à-dire le fait que jamais un mouvement comme le Front National n'arrivera au pouvoir. Donc il y a eu tous les changements qui ont conduit au passage du Front National au Rassemblement National. Mais ça s'est fait, et on le voit bien, contre beaucoup de gens de l'establishment, de l'entourage de Jean-Marie Le Pen, et contre son père lui-même. Oui, alors c'est assez compliqué ce phénomène de dédiabolisation, parce que ce qui s'est passé, c'est très psychanalytique, c'est que lorsque Jean-Marie Le Pen couronne sa fille au congrès de Tours présidente du Front National, quelque part, moi j'ai l'intuition que j'ai, c'est qu'il aimerait bien qu'elle ne fasse pas mieux que lui. C'est-à-dire il aimerait bien qu'elle soit moins bonne que lui, si vous voulez. Et or, Marine Le Pen, avec sa théorie de la dédiabolisation, pourrait bien faire croître l'audience du Front National. Et instinctivement, Jean-Marie Le Pen, qui est viscéral, qui n'est pas un intellectuel, encore une fois, Jean-Marie Le Pen va tout faire pour lui savonner la planche. Ouais. Il va tout faire. Est-ce qu'il n'y a pas un fond de misogynie quand même ? Le fait une femme ne peut pas être à la hauteur de Jean-Marie Le Pen. Même sa propre fille. À la fois, il nomme sa propre fille et ensuite, il fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais de façon, mais le jour même où elle est intronisée, il donne un interview aux journalistes à Tours, là, dans le hall, pour dire le maréchal Pétain, c'était quelqu'un de formidable. Le même jour, le jour même. Et là, c'est le début d'un chemin de croix que Marine Le Pen va vivre pendant un certain temps. Et puis, ça va se terminer par une rupture retentissante, une sorte de tragédie grecque où en 2015 elle va exclure son père du RN après de nouveaux propos absolument inadmissibles sur la Shoah, la Seconde Guerre mondiale. Il remet sans cesse, il reprovoque sans cesse, il en rajoute sans cesse. Et là, effectivement, elle va l'exclure. Alors, a-t-elle réussi la dédiabolisation ? Ça, c'est intéressant parce que oui, elle a réussi à dédiaboliser le RN, mais le nom Le Pen est encore entaché d'une marque d'infamie. Vous voyez, c'est assez paradoxal. Par ailleurs, le vrai problème qu'a le RN aujourd'hui, c'est pas le plafond de verre idéologique, c'est le plafond de verre technique. Parce que le vrai problème, aujourd'hui, beaucoup de Français sont prêts à voter RN, bien sûr, à le mener au pouvoir, avec un petit doute qui est, ils n'ont jamais gouverné, est-ce que techniquement, ils sont capables de gouverner ? Dans l'entourage de Marine Le Pen, vous voyez aucun Premier ministre, à part Bardella, vous voyez aucun ministre qui fait le poids, enfin, vous voyez, il n'y a personne. Et donc, il y a un doute très fort sur les capacités personnelles de Marine Le Pen à gouverner, et même le jeune Jordan Bardella. Alors, Bardella a un avantage sur Marine Le Pen, bien sûr, c'est que
Mais lui, c'est une page blanche. Lui, il n'est pas entaché par le nom Le Pen, entre guillemets. Donc lui, évidemment, il présente bien et la dédiabolisation de son côté est complète. Oui, mais il est jeune. Est-ce qu'il fait techniquement le poids? Vous voyez, c'est aujourd'hui le dernier obstacle pour les Le Pen et le RN pour venir au pouvoir. Ouais. Alors, venons-en quand même. Vous parlez assez longuement de la question de l'antisémitisme qui nous intéresse particulièrement. Et là, alors, il est incontestable que Le Pen est viscéralement antisémite. Parce que même quand il essaye de se rapprocher, on lui dit qu'il faut se rapprocher d'Israël, de la communauté juive, parce que voilà, c'est les ennemis de nos ennemis, etc. Il essaye, mais on sent bien que dès qu'on a le dos tourné, il sort une vanne antisémite. Lui, il représente viscéralement l'antisémitisme traditionnel de la droite chrétienne. Un antisémitisme populaire. Oui. Lui, c'est l'antisémitisme de la rue. Ça n'empêche pas d'avoir plein de copains juifs. Hein, mais mais c'est toujours comme ça. Si votre antisémitisme est un antisémitisme viscéral, rabique, vous voyez, vous pouvez dire « Ah oui, mais j'ai un copain qui est juif, bien sûr, alors je me fous de sa gueule, voilà, vous voyez. » Mais bien sûr, c'est un antisémitisme extrêmement fort. Mais c'est ce côté non réfléchi, non théorique de Jean-Marie Le Pen se traduit par d'étranges phénomènes. Par exemple, la même année, alors ça c'est au tout début des années 2000, il organise un déjeuner secret avec des membres de la communauté juive au Fouquet's, d'accord? Et quelques jours plus tard, donc alors là il dit aux membres de la communauté juive qu'il rencontre qu'il est le meilleur ami d'Israël, qu'il n'est pas du tout antisémite, il les quitte en les embrassant, vous voyez, ok? Quelques jours plus tard, il fait entrer 400 militants de l'œuvre française dans le Front National. L'œuvre française, un mouvement aujourd'hui dissous, qui est vraiment, qui était, je veux dire, le site de l'œuvre française fait encore aujourd'hui, enfin, qui s'appelle Jeune Nation, vous y trouvez les faire-part de deuil des anciens nazis, vous voyez, avec des notices biographiques élogieuses, vous voyez, pour résumer l'œuvre française, vous voyez, et ça ne le gênait pas, vous voyez, pour lui, il ne voyait pas la contradiction. Il avait beaucoup d'amis. Mais il y a un moment, d'ailleurs, qui culmine, c'est à l'époque de la guerre d'Irak, où le Front National est antisioniste, pro-arabe, antisémite. Enfin, il y a une espèce c'est incroyable. Alors, Marine Le Pen, elle a beaucoup de travail à faire, effectivement, pour faire oublier tout ça. Et elle le fait oublier par une stratégie. Vous savez, à l'extrême droite, il y a toujours eu deux courants. Il y a toujours eu un courant qui considérait que l'ennemi principal, c'est les Juifs, et un autre courant qui considère que l'ennemi principal, c'est les Arabes. Et Marine Le Pen, en fait, s'est appuyée sur le courant, on pourrait dire, occidentaliste et anti-arabe de l'extrême droite, pour dire maintenant les temps ont changé, avec l'attentat du World Trade Center, l'ennemi principal c'est les islamistes, et donc il faut que, en dénonçant l'immigration, nous allons dénoncer la montée du péril islamiste. Et ça c'est une stratégie, et ça c'est Marine Le Pen qui met en place cette stratégie, qui lui permet de changer d'orientation par rapport à, effectivement, et de rompre avec l'antisémitisme de son père, sachant que les cadres du RN, ils sont tous antisémites, parce qu'ils viennent de cette extrême droite qui n'a jamais fait mystère de ses engagements. Quand vous avez mais les générations se renouvellent et on n'a pas l'impression que Marine Le Pen, soyons clairs dans votre livre, soit antisémite. Non, je ne crois pas. Et quand elle dit finalement le RN, elle dit aux Juifs de France... Le RN a toujours été sioniste, elle dit. Elle dit même pro-sioniste. Oui. Elle dit sioniste. Le RN a toujours été sioniste. Voilà. Franchement, il ne faut pas exagérer. Et elle dit donc sioniste, et quand elle dit aux Juifs... voter RN, c'est le meilleur moyen de vous protéger, vous faites partie de la communauté nationale, etc. Elle a des échos. Il y a quand même beaucoup de Juifs qui se sont ralliés au RN ces dernières années. Et puis quand on voit ce qu'est devenu le LFI, etc., les accointances avec l'islamisme, il est clair que là, elle s'est appuyée sur quelque chose. Le problème, c'est que le vote juif représente un 8e ou un 10e du vote musulman. Donc, quelqu'un comme Mélenchon a fait le calcul. Alors, elle voulait vraiment marquer la rupture définitive avec cette extrême droite traditionnelle antisémite. Et il est clair qu'elle a marqué sa rupture. Elle essaie de marquer sa rupture, mais en même temps, je vous dis, il y a une ambiguïté fondatrice parce que ses meilleurs amis sont des gens de la fameuse Good Connection qui n'ont jamais fait mystère de leur hostilité à Israël, par exemple. Vous voyez, donc c'est ambigu. Il y a là un fond d'ambiguïté à suivre. Je pense que les gens qui votent RN devraient quand même regarder à deux fois avant de considérer que c'est le meilleur ami d'Israël aujourd'hui.
quand même, question provoque, Christophe Boursier. Oui. Est-ce que les Juifs ont raison de voter pour Marine Le Pen? On a des élections législatives prochainement, on va avoir des municipales, on a les présidentielles dans 2 ans. Vous voulez mon sentiment personnel? Oui. Non, ils n'ont pas raison. Non, mon sentiment personnel, c'est qu'ils prennent un risque inconsidéré en votant pour un parti qui est fondamentalement et structuré par des antisémites. Et donc, et qui sont dans une posture tactique aujourd'hui de soutien à Israël. Donc je pense que, et qui sont pour beaucoup d'entre eux négationnistes, non, je pense que c'est une erreur majeure. Voilà. Bon, c'est dit. Voilà. C'est dit. C'est mon sentiment personnel. Hein. Ouais, c'est dit. Alors, deuxième question un peu provoque aussi. Marine Le Pen, ou disons le Rassemblement national, Marine Le Pen, Bardella, l'un des deux peut très bien devenir le futur président de la République. Peut très bien. Alors, dans le cas de Marine Le Pen, vous voyez bien que ces démêlés judiciaires font qu'en réalité, il est très improbable qu'elle puisse se présenter à l'heure actuelle, mais tout peut changer en 2027. Donc, vous voyez bien que pour ce coup-ci, ça va être difficile. Bardella a un avantage et un inconvénient. Il a l'avantage de ne pas s'appeler Le Pen, et donc d'être une page blanche et de ne pas avoir les casseroles liées à la marque d'infamie du nom Le Pen. Il y a Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Et il a l'inconvénient d'être jeune, c'est-à-dire qu'aux yeux de beaucoup d'électeurs, il ne fait pas le poids, techniquement, le plafond de verre technique, parce qu'il est trop jeune. Vous voyez, donc les choses sont ambiguës, de sorte que rien ne permet aujourd'hui de dire que le Rassemblement national viendra au pouvoir en 2027, en dépit du fait qu'il s'est enraciné sociologiquement en France et que c'est le premier parti de France. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que le vote Le Pen, il est complexe, parce que vous avez un vote d'adhésion, ok, mais vous avez aussi un vote de protestation. Et les protestataires, qu'est-ce qu'ils font ? Oui, c'est vrai de l'extrême gauche aussi. Oui. Ou de ce qui est resté. C'est vrai aussi, on peut en parler, c'est un autre sujet. Mais, et donc, ça veut dire quoi quand vous faites un vote de protestation ? Au premier tour, vous votez RN pour bien montrer que vous n'êtes pas content, que ça ne va pas du tout. Puis au second tour, vous dites quand même, on ne va quand même pas les envoyer au pouvoir. Et ce qui serait capable de gouverner, ça va être pire encore qu'aujourd'hui. Donc, vous avez le doute. Voilà. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'obstacles sur la voie du pouvoir pour le RN au niveau d'une élection présidentielle. Mais au niveau d'élections intermédiaires comme municipales ou des choses comme ça, vraiment, il y a un boulevard aujourd'hui pour le RN en raison de cet enracinement sociologique réel dans la société française. Ouais. Qui correspond à la montée du populisme dans tous les pays du monde, hein, bien sûr. Regardez Donald Trump, etc. Et à quoi correspond ce populisme ? À la peur d'un monde qui change trop vite. Ouais. Donc, mais tout est là. Ils avaient, dans les 2 dernières élections présidentielles, Marine Le Pen avait en face d'elle une personnalité quand même, Macron, qui a... Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais qui maîtrisait parfaitement ses dossiers, qui avait un niveau, etc. Et qui l'a quand même surclassé à chaque fois qu'il a été avec lui. C'est complètement... Ça. Maintenant, en face de Bardella ou de Le Pen, il y a qui pour jouer le rôle de Macron ? Qui va avoir ce niveau-là ? Ça, c'est un autre débat, vous avez raison. C'est-à-dire, la question, c'est qui pourrait bien être le champion face à Marine Le Pen ? Ça, c'est impossible à dire aujourd'hui. Parce que c'est ça, une élection, ça se gagne sur ses adversaires aussi. À mon avis... Il y a un homme politique qui aimerait bien que Marine Le Pen vienne au pouvoir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que si Marine Le Pen vient au pouvoir, il espère déclencher une crise sociale. C'est-à-dire il espère prendre la tête d'un grand mouvement contre Marine Le Pen dans la rue. Et ça, c'est un pari. Je pense que faut révolution à la mode. Oui, de faire une révolution. Et c'est un pari que jouent les Insoumis aujourd'hui, de se dire, elle va venir au pouvoir, ils vont venir au pouvoir, quel que soit le nom, Bardella, Le Pen, ils vont venir au pouvoir, et ça sera un boulevard pour nous, parce qu'effectivement, vous avez regardé quand il y a des journées d'action, la France est coupée en deux, et vous avez une gauche de la gauche, très puissante, capable de descendre dans la rue, de tout bloquer, comme on l'a vu le 10 septembre, et cette gauche-là, elle va se mobiliser si les Le Pen viennent au pouvoir. On voit bien dans votre livre les alliances qu'il y a eu, notamment la façon dont Jean-Marie Le Pen, par exemple, a été aidé et a aidé à certains moments François Mitterrand. Oui, il y avait donc il y a une espèce de bio-cause. Il y a eu beaucoup de passerelles secrètes entre les Le Pen, et Mitterrand bien sûr, mais les Le Pen et les socialistes. Hein, c'est-à-dire que dans beaucoup d'élections locales, par exemple, dans la mesure où le RN prenait ses voix à la droite, le RN permettait bien souvent l'élection du candidat socialiste.
surtout quand le candidat RN se maintenait au second tour. Voyez, est-ce qu'on ne voit pas quand même la même chose se reproduire avec l'extrême gauche, qui est très minoritaire au niveau électoral, mais qui peut aider? Parce que là, ce qu'on voit actuellement, c'est par exemple la façon dont LFI essaye de casser dès qu'elle peut la gauche traditionnelle. C'est à un moment donné de ne pas donner de consignes de vote, etc. Ça sera forcément favoriser le Rassemblement national. C'est-à-dire que là, on sent la stratégie. Oui, mais si vous regardez, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis cet automne, le Parti socialiste redurcit son discours. Il est la taxe Zuckman, il a un discours... Pour essayer de prendre un peu sur la gauche. Pourquoi ? Parce qu'il est prisonnier pour les municipales d'alliance avec LFI. C'est-à-dire que si les candidats LFI ou si les conseillers municipaux LFI ne votent pas pour eux, ils ne sont pas réélus. Et donc le PS est prisonnier de LFI dans la perspective des municipales. Et donc le PS est obligé de se redurcir à gauche pour ne pas vexer LFI. Vous comprenez ? Donc tout est là. On est dans des alliances très complexes aujourd'hui et qui font que la situation est très, très biaisée. Mais vous savez, quand on parle de la vie politique française aujourd'hui, on dit il y a trois blocs. Il y a le bloc RN, le socle central et la gauche. Mais en réalité, c'est faux. En réalité, il y a la gauche et la droite. Parce que le socle central, c'est la droite modérée. En réalité, c'est la droite modérée qu'on appelle le socle central. Donc aujourd'hui, en fait, on a une vision parce qu'il y a eu un glissement à droite. On a une vision faussée parce que le premier parti de droite aujourd'hui à l'Assemblée, c'est le RN, et qu'à gauche, le premier parti de gauche, c'est LFI, c'est-à-dire la droite de la droite et la gauche de la gauche. D'ailleurs, c'est marrant parce que Marine Le Pen ne cesse de dire qu'elle n'est ni droite ni gauche, reprenant par là un discours que son père avait lancé. Donc elle reprend le discours paternel. Mais moi, j'ai discuté avec des dirigeants du FN et du RN, ils disent tous la même chose. Ils disent oui, bien, on dit qu'on n'est ni droite ni gauche, mais on sait bien qu'on est de droite. Vous voyez, c'est le paradoxe. Alors, dernière question, Christophe Bourseiller. Alors là, j'interroge un petit peu, encore une fois, l'historien pour parler de l'avenir. Alors, je sais bien que vous n'aurez pas vous ferez pas de pronostic particulier, mais admettons, on a parlé de la possibilité que le Rassemblement national gagne les élections présidentielles dans 2 ans. C'est loin d'être exclu. Oui, c'est possible. Pas sûr. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, mais c'est votre exclu. Selon vous, qu'est-ce qui se passe dans cette France du Rassemblement national ? Comment vous voyez les premières semaines, les premiers jours je ne peux pas vous faire de pronostic. Piège, non, oui, c'est une Parce question. que les historiens n'aiment pas parler du futur, non, c'est normal. Surtout de la politique fiction comme ça, le roman, vous savez, le Marine Le Pen vient au pouvoir. J'ai vu une affiche sur un mur de Lyon il y a quelques jours qui disait si le RN vient au pouvoir, les femmes n'auront plus le droit de voter. Vous voyez, donc chacun imagine des tas de choses si le RN vient au pouvoir. Tout dépend des mesures que le RN prendra. C'est-à-dire que si le gouvernement RN fait du Giorgia Meloni, le RN fera du Sarkozy en quelque sorte. Voilà. Et donc auquel cas, ça désamorcera partiellement les craintes de certains. Si le RN se durcit, ce qui est tout à fait possible, si le RN reprend les vieux programmes, à ce moment-là, effectivement, ça va déclencher une colère sociale extrêmement puissante. Donc je pense que la venue au pouvoir du RN, de toute façon, est de nature à déclencher des troubles sociaux assez considérables. Ça risque pas d'être l'apaisement, mais bien au contraire, l'exacerbation des rancœurs en France et de la rancœur entre la gauche et la droite. Christophe Bourseiller, vous êtes un historien pour lequel l'histoire est toujours ouverte. Oui. C'est-à-dire rien n'est jamais écrit, ni le futur ni le passé d'ailleurs. Le passé serait écrit en permanence. L'intérêt du passé, c'est de tout vérifier. Vous savez, on dit toujours qu'on administre une preuve, mais c'est vrai que le rôle de l'historien, c'est l'administration de la preuve, c'est-à-dire chercher la preuve. Un fait n'est étayé que par une preuve. Sinon, ce sont des assertions, c'est du rêve, si vous voulez. Donc, c'est ce travail-là de vérification aussi qui est important. Et moi, ce qui m'a porté avec le RN, c'est de ne pas avoir une vision manichéenne et militante, même si je suis fondamentalement hostile à ces idées. Mais j'ai fait l'effort d'aller vérifier, d'aller voir les gens, de parler avec eux, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Et comme c'est la famille Le Pen, une famille très exacerbée, évidemment, c'était d'autant plus intéressant. Parfait. J'invite nos auditeurs, nos spectateurs à aller voir votre
Très beau livre, très intéressant, très agréable à lire, et très distrayant, et en même temps très instructif. Voilà, on peut dire les choses comme ça, sur la famille Le Pen. Donc Le Pen, une famille française, aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Christophe Bourseiller, d'être venu à Pile Poule. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.